Rebonjour et rebienvenue sur le podcast de Sur Deux Roues. Lors des prochains épisodes, on fait un petit takeover. Alors que le podcast de Sur Deux Roues devient le podcast des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. L'idée est de vous donner le goût de venir voir les cyclistes prendre nos rues à Québec le 13 septembre et Montréal le 15 septembre prochain. Et ainsi voir les seules courses World Tour en Amérique. Pour cette série, l'organisation des Grands Prix cyclistes nous a prévu une belle brochette d'invités. Et ça commence très fort avec nul autre que Benoît Cosnefroy, le gagnant du Grand Prix cycliste de Québec en 2022. Il nous parlera entre autres de la perception qu'ont les Européens des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Alors, sans plus tarder, allons lui parler. Bien le bonjour, Benoît. Bonjour. Est-ce qu'on Ouais. peut se tutoyer ou tu préfères le vouvoiement? Oui, oui, bien sûr. Non, Pendant... non, le tutoiement, c'est parfait. OK, parfait. C'est ça, j'étais pas sûr. J'ai déjà travaillé pour un grand groupe français, puis on m'avait rappelé à l'ordre assez rapidement, donc maintenant, je préfère le demander. Ah oui, non, il n'y a aucun souci. Fantastique. Ben, je suis vraiment content de pouvoir te parler aujourd'hui parce qu'on s'était déjà croisé au Grand Prix cycliste. Tu étais déjà un de mes coureurs préférés du peloton. Je te trouvais vraiment sympathique en entrevue, puis en vrai, je t'avais trouvé encore plus sympathique. Donc, je suis content d'avoir cette opportunité-là de faire un podcast avec toi aujourd'hui. Bah, je suis grandement heureux aussi et ça me fait plaisir. J'aime les Grands Prix et j'aime les Canadiens en général. Donc, merci Ouais, pour l'invitation. c'est drôle parce que ben justement, tu sais, je pense que c'est une bonne transition vers ma première question parce que l'année passée, j'ai parlé avec un de tes coéquipiers, puis il m'avait dit que tu étais un des meilleurs ambassadeurs du Québec dans le peloton World Tour. Je nommerai pas ce collègue de l'AG2R, mais dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que toi t'aimes du Québec et des courses? Euh, Ce que j'aime du Québec, c'est des courses, des Grands Prix. C'est vraiment l'ambiance qu'il y a autour de ces courses, les courses qui sont exclusivement en circuit, qui ramènent une superbe ambiance en centre-ville pour Québec. Et c'est vraiment ouais, une belle atmosphère. Et il y a peu de courses, on retrouve ça dans le monde. Et l'ambiance là-bas est vraiment spéciale aussi avec les gens qui sont contents de nous voir. Ils peuvent nous voir qu'une fois par an dans le continent canadien. Et donc ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a ce mélange d'atmosphère qui est vraiment euh, ouais, unique dans l'année. Cool. Puis est-ce que c'est très dépaysant pour le peloton en général? Tu sais, y a-t-il une grande différence de culture entre les courses comme elles sont organisées au Québec puis versus en Europe? Bref, je dirais que il n'y a pas une très très grande différence parce que la qualité ouais, d'organisation des grands prix est exceptionnelle. Donc il y a des fois où oui, c'est moins bien organisé sur certaines courses en Europe, mais je veux dire, je crois qu'on est mis dans un confort qui est extraordinaire là-bas. Et j'ai pas la sensation de faire quelque chose d'autre bien sûr, il y a l'ambiance qui est spéciale et on sait qu'on est au Canada, mais je dirais qu'en termes d'organisation, moi, je vois pas de différence. Je vois que c'est une très, très belle course, une des mieux organisées dans le monde. Après, la seule différence qu'il y a et qui est agréable, c'est qu'on n'a pas nos bus, on n'a pas ce confort-là d'équipe en général, ce qui fait qu'il y a aussi, c'est spécial de manger tous ensemble, tous les coureurs ensemble, tous les staffs. On a aussi on va à la course en vélo, on parle de l'hôtel. Donc ça, c'est vraiment, on se retrouve dans des tentes avant le départ, juste à côté de la ligne d'arrivée. C'est vrai que c'est une ambiance qui est un peu spéciale qu'on ne retrouve pas en Europe, celle-ci, ça c'est certain. Mais je dirais qu'il ne faut pas le changer parce que c'est vraiment le plus des Grands Prix de là-bas. Ce côté un peu, entre guillemets, pour les coureurs à la cool, alors que l'organisation est d'une qualité exceptionnelle. OK. Ouais, ouais. Fait que dans le fond, c'est pas habituel pour vous parce que vous êtes plus pour les gens qui, peut-être en Europe, qui savent pas c'est quoi les Grands Prix, puis les gens qui sont en Amérique du Nord qui savent pas la différence entre les courses, c'est que vous, en Europe, vous arrivez
de l'hôtel qui est souvent un peu plus loin de la ligne de départ. Vous arrivez en autobus, puis vous faites le briefing dans votre autobus versus à Québec-Montréal, on est logé dans le fond au Delta. Puis les gens se promènent. Dans le fond, vous partez du Delta directement jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, c'est ça la différence, c'est que au Grand Prix, le briefing, on fait ça dans une chambre d'hôtel avant de partir ou la veille au soir. Et c'est ça en Europe, on sort de notre hôtel. Souvent, on a facilement 30 minutes à 1 heure de transfert pour aller au lieu de la course. Donc, on y va en bus, on fait le briefing dans notre bus, on se prépare aussi dans le bus et on prend notre ravitaillement dans le bus, tout ça. Et là, on se prépare à l'hôtel. C'est vraiment différent. 1 heure avant le départ, on est encore dans notre chambre d'hôtel. C'est vraiment inhabituel et c'est pas comme ça que ça se passe en Europe. En Europe, on part de l'hôtel minimum 2 heures avant la course, grand minimum, parce qu'on arrive sur le lieu de la course environ 1 heure et quart enfin 1h15 à 1h30 avant le départ. Donc c'est vraiment ouais, différenciant sur ce point-là. Mais c'est ce qui met on retrouve un peu la même ambiance en Australie. On a une course en Australie pour l'ouverture de la saison, autour d'un under. Et on retrouve vraiment ça là-bas. Et là, c'est ça qui fait que dès qu'on sort de l'Europe, le cyclisme est un peu plus. Le peloton est un peu plus détendu, je dirais. Et, euh, et les courses sont exceptionnelles. Donc, c'est ce mélange qui fait la beauté aussi ouais, des courses. Puis est-ce que c'est de même que tu le vends à tes collègues? Parce que tous tes collègues semblaient vraiment excités de venir l'année passée. Ceux à qui j'ai parlé, il paraît que tu leur avais très bien vendu. Est-ce que c'est de même que tu leur vends? Tu- Ouais, je parle très bien des Grands Prix. Alors, ouais, je fais toujours une bonne publicité des Grands Prix, mais je commence à calmer un peu ce que je dis parce que autrement, je vais plus avoir ma place pour aller sur les Grands Prix. Et ça commence à être difficile de rentrer sur les Grands Prix au sein de l'équipe parce que tout le monde veut y aller. Et c'est sûr que ouais, ouais, à chaque fois, déjà, j'aime ces courses-là en circuit, j'aime l'ambiance qu'il y a et puis les différents scénarios qu'il y a. C'est vrai que c'est des courses qu'on ne retrouve pas 100% en circuit comme ça en Europe. Ça existe pas, mis à part sur des grands championnats. Et encore, sur les championnats du monde, souvent, il y a une partie en ligne. Donc, c'est vrai qu'une course 100% en circuit comme ça, bah, je crois que ça existe tout simplement pas. Donc oui, il y a vraiment ce truc-là en plus. Puis j'aime aussi, par exemple, ça fait 2 ans qu'on fait ça. La veille de la course, on fait une petite sortie entre nous pour faire quelques kilomètres et puis un peu, on appelle ça se débloquer, enfin faire quelques efforts la veille de la course. Et à Québec, on a l'habitude maintenant, ça fait 2 ans qu'on fait un circuit, on revient avec le bateau pour traverser la rivière, le Ah ouais. Saint-Laurent, le bac. Et du coup, c'est vraiment cette ambiance-là qui est sympa, la veille de la course, on prend le bateau, on revient en bateau et c'est ouais, c'est vraiment une ambiance qu'on aime retrouver chaque année. Et en plus, il fait grand soleil, donc je ne sais pas si j'ai de la chance, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu une goutte d'eau au Canada et j'en suis content. Mis à part l'année dernière à Montréal un petit peu, mais ça c'est Ouais. bien arrangé. En général, il fait très beau à Québec. Mais là, ça se peut qu'il y ait beaucoup de monde sur le traversier cette année, maintenant que tu as dit ton secret. C'est vrai, peut-être. Ben justement, tu sais, parlant de Québec, je pense que tu as eu, tu sais, ben, dans le fond, tu as gagné à Québec en 2022. Est-ce qu'on peut refaire ce qu'on appelle en bon québécois un play-by-play, donc revivre avec toi, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu es arrivé à prendre la décision de lancer cette attaque? Alors, avec plaisir. Donc, c'était. Donc, de mémoire, bon, je ne sais pas exactement combien il y en avait de tours, mais c'est vrai que dès le départ, il y a une échappée qui est sortie avec ouais, un bon groupe, mais quand même peu dangereuse. Donc, en temps normal, voilà, il y a les équipes qui prennent en charge la poursuite. Et donc, nous, mon équipe, on n'a pas roulé, donc on s'est fait emmener un peu par d'autres équipes. Et puis, on est arrivé sur, du coup, plutôt dans le dernier tiers de course. Il y a des équipes qui ont relancé, donc il y a des attaques qui ont repris. Et, euh, et moi, j'avais un plan, je voulais absolument attaquer dans le dernier tour.
Et je me rappelle très bien, au dernier passage ligne, il y a Wout van Aert de Jumbo qui a attaqué. Donc voilà, c'était vraiment une course décousue ouais, dans son déroulé. Et tout est revenu dans l'ordre en tournant après le Saint-Laurent au pied de l'avant-dernière difficulté. Et c'était vraiment un final très très dur. Et dans ma tête, je voulais attaquer dans la dernière difficulté quand j'allais sentir le bon moment. Parce que j'avais Greg Van Avermaet qui a déjà fait beaucoup de podiums à Québec, qui a gagné Montréal et qui lui était réservé pour le sprint. Donc j'avais pas forcément de pression du résultat de toute l'équipe. Et donc ouais, j'ai attaqué un peu en mode One Life et, et j'ai réussi à partir à 2,5 km peut-être de l'arrivée. Ben, de mémoire, c'était ça, puis c'était audacieux parce que c'était loin. 2,5 km, c'est quand même loin. Ouais, c'est ça, c'est loin. Et c'est vrai qu'il y en a peu qui ont gagné comme ça à Québec. Ça Mhm. arrive souvent au sprint massif. Enfin, au sprint massif. Un sprint décousu, mais un Ouais. sprint quand même. Donc, ouais, j'ai pris ce risque-là. Et ouais, je dois avouer que le dernier kilomètre était très, très long. C'était de la souffrance, mais j'ai réussi à résister au retour du peloton et gagner seul. C'était, ouais, le scénario idéal pour moi. Je voulais faire ça, mais de là à le mettre en place, c'est pas évident. Et je me rappelle très bien du moment où j'ai attaqué, je sentais que c'était un moment où le peloton un peu ralentissait, parce que la pente était quand même assez raide. Et il y a Christophe Laporte qui emmenait justement pour Wout van Aert. Et, euh, et donc, du coup, j'ai senti que c'était le bon timing pour attaquer. Et ça s'est révélé ouais, être la meilleure stratégie ce jour-là. Non, mais c'était, en tout cas, en tant que spectateur, cette fois-là, j'étais vraiment à 2,5 km. Tu sais, tu te dis, c'est loin, mais tu avais tellement créé un grand gap que c'est comme, tu sais, toutes les questions se posaient. Tu sais, c'était comme un vraiment bon film d'action avec beaucoup de thriller parce que on savait pas, tu sais, il y avait des chances qu'ils te rattrapent, mais en même temps, tu avais tellement bien joué tes cartes, attaqué au bon moment, créé le bon gap que, tu sais, comme personne ne le savait jusqu'à la fin. C'était vraiment de loin une des finales les plus excitantes à Québec que j'ai vues. Parce que, tu sais, quand c'est un sprint, tu sais à peu près c'est qui les trois qui ont des chances, mais là, tu sais, c'était est-ce qu'ils vont rattraper, qui va être bien placé au moment où ils rattrapent. Non, c'était vraiment une des bonnes finales du Grand Prix. C'était excitant. Puis, Merci. dans le fond, dans le fond, l'année passée aussi, je pense que tu as essayé de relancer une attaque qui était très similaire. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est ça. Donc l'année dernière, j'ai attaqué dans la montée d'avant, donc à la Mhm. sortie du Saint-Laurent. Donc c'est un peu plus loin de l'arrivée encore. Euh, j'ai fait ça parce que mes chances au sprint étaient quand même assez réduites vis-à-vis de Michael Matthews, Mhm. Arnaud Delis et il y avait quelques personnes comme ça où j'étais pas sûr de pouvoir faire podium. Donc ouais, je voulais vraiment reviser la victoire. Malheureusement, déjà, j'avais sûrement pas les mêmes jambes que l'année d'avant. L'année dernière, j'ai une saison qui était un peu plus difficile physiquement. Mhm. Et puis, c'était pas le bon timing. Ça s'est jamais vu de gagner à Québec en attaquant dans cette montée. Ouais. Je me suis dit que c'était peut-être possible, mais sincèrement, c'est un peu trop loin, je pense. Ah, je pense, de mémoire, c'était la côte de la Potasse. Puis, c'est vrai que c'est loin de la ligne d'arrivée. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait deux grosses montées à pouvoir tenir. Et c'est vrai que c'est pas évident vis-à-vis de. Parce qu'il y a quand même une longue partie en faux plat descendante, Mhm. voire descente, qui est quand même très favorable au peloton. Et les équipiers, souvent, font le dernier effort ici. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Et je pense quand même que c'est un peu trop loin, mis à part s'il y a un jour de la pluie ou quelque chose comme ça, ça peut se faire parce qu'il y aura beaucoup plus de fatigue préalablement dans la course. Mais sur un jour de beau temps et sur un scénario, on va dire, standard, je pense que c'est pas évident.
Crois-tu que tu étais surveillé l'année passée aussi quand tu as lancé ce genre d'attaque-là? Du genre, il nous a déjà fait le coup, on le laisse pas repartir 2 fois? Il y avait peut-être ça aussi, oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Parce que je vais t'avouer que l'année passée, quand t'as attaqué, c'était loin, mais j'y croyais, on dirait plus que la première fois. Tu sais, t'avais comme prouvé l'année d'avant que c'était possible. Puis là, ouais, ça, Ouais, j'étais comme, ouais, s'il part de la potasse, c'est un gros défi. Puis, mais tu sais, l'année d'avant nous avait prouvé que c'était possible. Fait que là, j'étais comme, c'est un peu plus loin, mais sait-on jamais. Mais non, c'est ça. ouais, c'est ça. Bah, j'étais un peu dans la même dynamique, mais bon, faut... il y a des fois des lois de la physique qui font que c'est pas possible. Ouais. Euh, Dans le fond, tu sais, on a un peu parlé justement tu sais, des attaques, de la côte de la potasse, des difficultés. Est-ce que tu penses que les tracés de Montréal et Québec sont considérés comme difficiles par le peloton? Montréal, c'est sûr à 100%. C'est OK? une des courses les plus dures de l'année pour le peloton. C'est certain. Là, il y a pas de pavé comme en Belgique en début de saison. Voilà, Mhm. en Belgique, qui est quand même la terre du cyclisme. Ouais. Il y a des courses qui sont quand même pas faciles là-bas et ouais, plutôt très difficiles. Mais Montréal est vraiment une course très difficile aux yeux du peloton, de par son dénivelé et sa longueur également. Québec est un peu différente. Je dirais que elle est quand même un peu moins exigeante physiquement, mais elle est quand même très difficile parce que, surtout pour certains coureurs qui sont peu explosifs, qui ont du mal à avoir un bon sprint, tout ça, c'est c'est pas facile parce que, il y a beaucoup de relances, Mhm. et il y a beaucoup de placements à avoir tout au long de la course, donc nerveusement, elle est quand même très difficile, plus que Montréal. Ouais, mentalement et au niveau de la concentration, c'est vraiment une course qui est pas facile, Québec. Donc, elle est vue comme difficile aux yeux du peloton. OK. Puis dans le fond, sur les deux tracés, ça serait quoi les deux sections les plus difficiles? Pour moi, la section la plus difficile, c'est le bout du Saint-Laurent avec la côte de la Potasse, c'est ça du coup? La première côte que vous remontez? Oui, Après, ouais. Mais il y a la montagne. Peut-être elle, c'est la plus longue des deux côtes qu'on monte, que vous montez. c'est ça. Et l'enchaînement, le placement qui est très très important sur le bord du Saint-Laurent, plus la Ouais. montée qui est difficile, fait que pour moi, c'est la partie la plus dure physiquement du parcours. Parce que ouais, le placement est vraiment très très important. Et donc la guerre de placement est déjà intense je dirais, peut-être 700 mètres d'arrivée au pied de la montée. Mhm. Et en plus, il y a une petite chicane droite-gauche au bord du Saint-Laurent, puis la montée. Donc, c'est vrai que c'est un enchaînement qui est, selon moi, pas facile. Après, bien sûr, il y a la ligne d'arrivée qui est aussi longue et qui arrive après les deux difficultés. Ouais. C'est pas facile non plus. Mais pour moi, ouais, psychologiquement aussi, c'est pas facile, le placement du Saint-Laurent. Et la difficulté d'après est aussi difficile. Donc, pour moi, c'est cette partie-là à Québec. Et à Montréal, ouais, c'est la côte de. Ça s'appelait comment? La plus longue, Oui, Camillien Hood? oui, ouais, la plus longue. Ouais, c'est ça, ça serait Camillien Hood. Ouais, Ouais, elle est un peu piquante, celle-là, je dirais. Ouais, c'est ça. Là, c'est un effort qui est quand même de 5 bonnes minutes. Ouais. Ouais, c'est quand même pas facile. Et chaque année, c'est la montée qui fait la différence dans le final. Ça fait ouais, quelques années qu'on voit les grimpeurs en réussite dans cette montée. J'ai pas enfin, tout le déroulé de ces 2 dernières années en tête, mais de mémoire, il y a Tadej qui est toujours très fort. Et après, il y a les frères Yates, tout ça. Donc, c'est plus quasiment du registre du grimpeur. Donc, Mhm. ouais, cette difficulté est vraiment pas facile physiquement. Et surtout, quand elle intervient au bout de 220 km, c'est pas une partie de plaisir. Non, c'est clair, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que quelqu'un qui est relativement bon au Québec en vélo,
va monter en 5 minutes la côte. Tu sais, le Camillien Wood. C'est comme, ça sépare, on dirait, les bons des moins bons. C'est 5 minutes. Mais vous la montez à tempo en 5 minutes. C'est ça qui est hallucinant, c'est que je regardais, tu sais, vos temps, puis vous, juste, tu sais, dans le fond, vous avez une moyenne de 5 minutes, mais 18 fois, alors qu'une personne, une fois dans une vie, qui est considérée comme bonne en vélo, un cyclosportif, va la monter en 5 minutes. Tu sais, c'est pour donner une idée de la différence entre les pros et les cyclosportifs. Ensuite, c'est pour dire comment l'effort est immense, puis c'est quoi la disparité entre les coureurs professionnels puis les cyclosportifs. Ouais, c'est ça. Après, on est entraîné pour et c'est quand même notre métier aussi. Heureusement qu'il y a une différence, mais c'est sûr que des fois, on banalise un peu l'effort. Mais oui, ça fait quand même ouais, 18 fois, ça fait quand même un bel effort, même s'il y a des différences aussi entre chaque coureur, hein. Tout le monde n'est pas au même niveau non plus. Dans le fond, il me restait juste deux questions avec toi. Oui. La prochaine, c'est est-ce qu'on va pouvoir te voir au Grand Prix cycliste de Québec et Montréal cette année? Alors, normalement, oui, c'est à mon programme. C'est en tout cas, enfin, je dirais que si tout se passe bien, je suis au Grand Prix. Après, il y a quand même malheureusement en face les championnats d'Europe cette année, le même week-end. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a une sélection possible avec l'équipe de France, mais en tout cas, le plan numéro un est d'aller au Grand Prix de Québec et de Montréal. Fantastique. Puis, c'est quoi d'autre qui t'attend cette année pour le reste de la saison? Alors, ouais, alors il y a beaucoup de suspense dans mon après-saison. Vous m'entendez? Oui, oui, je t'entends très bien. Ouais, il y a pas mal de suspense parce que mon rêve et mon objectif est bien sûr d'aller aux Jeux Olympiques de Paris cet été. C'est bien sûr soumis à une sélection avec l'équipe de France, donc j'espère en être, mais je vais savoir ça un peu plus tard, dans quelques semaines. Et après, je vais faire le Tour de Pologne, suivi du Grand Prix la Bretagne Classique, avant OK. d'aller à Québec et Montréal et faire une fin de saison en Italie. Il me semble que je termine à Tréval-les-Varésines. Donc, une belle fin de saison. Oui, une belle fin de saison. Ben, c'est ça, fait que dans le fond, les gens qui te découvriront sur le podcast pourront suivre le reste de ta saison. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Ce fut un plaisir d'avoir la chance de te parler. Puis j'espère vraiment pouvoir te croiser et voir des attaques à Québec cette année. Merci. Je vais me préparer pour, en tout cas, l'envie y est, et ça, c'est certain. Et j'espère vous retrouver au plus vite. Fantastique. Puis est-ce qu'on peut espérer une attaque à partir de 5 km de l'arrivée cette année? Puis que tu repousses à chaque Je, année, hein? je suis pas certain parce que bon, je suis pas sûr que mon patron ait apprécié. Il aime le spectacle, mais il aime surtout les résultats aussi. Donc, il va falloir que je maîtrise un peu mieux pour figurer un peu plus haut dans le classement vis-à-vis de l'année dernière. Fantastique. Bon, ben, je te remercie encore une fois beaucoup pour ton temps. Puis ben, on espère se recroiser à Québec. Super, merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et un énorme merci à Benoît Cosnefroy. Il y aura 3 autres épisodes Takeover des Grands Prix cyclistes à venir. Alors si vous avez apprécié le premier épisode de la série, n'hésitez surtout pas à vous abonner via la plateforme de votre choix. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, YouTube et toute autre bonne plateforme de balado-diffusion. Sur ce, à bientôt au prochain épisode.